Ici, la voix de l'Amérique. Lamia Gridley avec vous, bonsoir. Dans cette édition, les dessous du carnage en Norvège. Plus de 70 morts dans la tuerie sur l'île d'Utøya et l'attentat contre le siège du gouvernement en Norvège. L'auteur est un homme de 32 ans qui a fréquenté les milieux d'extrême droite. L'islamophobie est un de ses mobiles. Démence ou geste calculé, quelle est sa logique interne et celle de ceux qui commettent des meurtres de masse? Le point dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci Robert pour une radioscopie des dessous de ce carnage avec moi, Walid Phares, un incontournable de cette émission. Il est conseiller auprès du Congrès, professeur à la National Defense University à Washington, spécialiste du terrorisme et du djihadisme, auteur d'abord du livre La guerre des idées et aussi La confrontation, gagner la guerre contre de futurs djihad. Walid Phares, je commence avec vous. L'un des mobiles d'Anders Breivik est l'islamophobie. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre ce qu'on appelle le mobile, les motifs, d'une part, ce qu'il a écrit, les 1500 pages, mais aussi la façon d'exécuter qui, elle, doit être expliquée par les psychologues, psychanalystes, parce qu'il y a là beaucoup de dossiers. Il y a ce qu'on appelle le psychopathe, il y a aussi la possibilité d'une schizophrénie aiguë, de personnalités qu'on voit déjà dans la lecture de ces pages, mais certainement, il faut aussi adresser cette idéologie, cette doctrine, qu'on voit aussi répétée par d'autres penseurs qui, eux, ne sont pas des terroristes. Donc, est-ce que c'est l'idéologie ou bien c'est la psychopathie? Ouais. Breivik rejette une expansion de l'islam en Norvège. Pourtant, la communauté musulmane en Norvège représente 3% de la population. L'islam est-il vraiment la cause de l'échec du multiculturalisme? Ou plutôt, c'est le racisme et le fascisme et les disparités économiques, comme le disent certains analystes, pour expliquer ce mobile d'islamophobie et tout ce qui se passe maintenant? D'abord, expliquons c'est quoi l'islamophobie. C'est la peur irrationnelle d'un phénomène. Maintenant, il y a certainement des secteurs en Europe, y compris en Norvège, M. Breivik est le plus extrême, qui ont une peur irrationnelle de ce qu'ils pensent que l'islam est en Europe. Vous voyez, dans ces pages, il explique que c'est l'islam conquérant. C'est l'islam du djihad, mais il n'a pas parlé des communautés musulmanes, de leur intégration socio-économique. Ce qui lui importe, c'est l'identité culturelle européenne. Il a peur. La vraie phobie, c'est de perdre son identité européenne, chrétienne. Ouais. Et tout ça. Parce qu'il n'a pas peur des émigrés qui viennent de l'Europe de l'Est, ou des émigrés qui viennent de l'Afrique noire, chrétienne, ou de l'Amérique latine. Il concentre sur le groupe arabo-musulman. Ouais. Alors, Walid Phares, cette crainte de l'islam a été aussi reflétée dans la réaction de certains médias, que ce soit ici aux États-Unis, avec des chaînes comme Fox News, les Usual Suspects, comme on les appelle, ou encore à Londres, le Sun, le journal Le Sun a titré « Le massacre d'Al-Qaïda, le 11 septembre de la Norvège ». Le Washington Post a parlé de guerre contre le djihadisme. Certains parlent de double standard, c'est-à-dire deux poids, deux mesures. Comment expliquer ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut voir le contexte. Toutes ces presses, tous ces médias, y compris le CNN, l'Independent, même en Europe, y compris Al Jazeera, enfin, c'est de l'autre côté. Et ils ont pensé que c'était une opération djihadiste parce que la Norvège a été menacée par Al-Qaïda, parce qu'il y a eu un cas de déportation d'un des imams radicaux, et aussi parce qu'il y a eu la parution d'un livre qui est anti-islamique, et ils ont pensé qu'en fait c'est une réaction. Il n'y a pas un petit soupçon de préjugé, Walid Phares? Je pense que si c'est les médias internationaux qui sont respectables et balancés, je ne pense pas. Je pense que maintenant, après cet incident, le prochain, à Dieu ne plaise, il va y avoir d'abord une attente pour voir si c'est l'extrême droite ou bien c'est les djihadistes. Alors, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas demandé à la communauté chrétienne de sortir et de dénoncer comme on l'a demandé après le 11 septembre? Qu'en pensez-vous? Mais il y a une balance, un équilibre à faire si la question est théologique des deux côtés. Quand les islamistes d'Al-Qaïda ou les djihadistes d'Al-Qaïda ont agi, ils ont agi au nom d'eux, pensées théologiques, qu'ils ont tort, qu'ils sont dans leur sillon ou non. Mais Breivik lui-même, il n'a pas agi en tant que chrétien fondamentaliste, il n'a pas appelé à Jésus, à Dieu, il n'a pas parlé de Vatican. C'est un
fasciste, c'est un ultranationaliste qui veut l'identité européenne et qui parle des croisades, mais il n'a pas parlé de la question théologique. Et il a même, et justement, les médias l'ont présenté tout de suite comme un fondamentaliste chrétien de droite, mais lui, c'est qu'il critique même les leaders religieux, même, comme il a dit, et qu'il dénonce le fait qu'ils aient dérogé à ce qu'il appelait l'orthodoxie. Donc il critique même les leaders religieux chrétiens. Je rappelle aussi quand même que le pape Benoît XVI, 2 jours après le massacre, a appelé à abandonner, je le cite, pour toujours la voie de la haine et de fuir la logique du mal. C'était donc la réaction du pape Benoît XVI. Alors, Walid Pharès, vous avez eu le temps, vous avez pris le temps de lire les 1500 pages de notre ami Anders Breivik. Alors, est-ce un geste calculé? Est-ce un moment de folie, comme je le disais tout à l'heure? Quelle est sa logique interne? Comment expliquer ça? Si les spécialistes nous diront, dans quelques jours ou dans quelques semaines, que c'est un schizophrène, donc il a 2 personnalités, donc ma réponse serait les 2. Parce que tout a été très bien calculé, bien préparé, nous parlons de mois et d'années d'organisation pour l'action exécutive, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est narcissiste, qui se pense le sauveur, le Charles Martel, je ne sais pas quoi. Donc il voulait quoi? Une opération de marketing, de publicité pour lui, pour se faire connaître, attirer l'attention sur lui, avoir un procès, un peu comme les serial killers? Il a tout de même bien pensé que la Norvège n'a pas de système juridique qui va l'envoyer à la chaise électrique. Donc il va rentrer en prison, il a un livre qui est dehors, il y a beaucoup de personnes qui vont l'appuyer, il va sortir dans 20 ans ou bien plus si la rébellion commence, il sera un grand leader. Ce que je vois à l'intérieur de son mécanisme, c'est le fait qu'il veut prouver à quelqu'un, peut-être à son père qui n'était pas là, ou à sa famille, ou à la communauté, que c'est un leader. Sinon, il aurait rejoint les autres partis d'extrême droite qui existent en France, en Hollande et partout. Est-ce que c'est la même logique interne de tous ceux qui commettent des meurtres de masse, comme d'abord Anders Breivik aujourd'hui, Timothée McVeigh en 95, Robert Crane en parlait tout à l'heure, ou Nidal Hassan à Fort Hood il y a quelque temps, au Texas, c'est ça? Ça. Il y a ceux qui sont inspirés par une idéologie, ceux qui sont inspirés aussi par un mouvement. Dans le cas de M. Hassan, il avait des emails avec Nidal al-Awlaki, avec Imam al-Awlaki au Yémen. Donc, comment arriver à exécuter, ça peut venir de toutes les voies. Mais quand on exécute un par un et on tue les victimes une à une, je pense que nous avons un cas de psychopathe. Vous êtes spécialiste du terrorisme, vous avez écrit un livre qui s'intitule aussi La guerre des idées, voilà. On parle des extrêmes. Comment contrer ce genre de terrorisme? Là, on parle d'individus, on ne parle pas de nébuleuses, de groupes. Comment voyez-vous cela? D'abord, pour le moment, on croit que c'est un individu. Il est fort possible qu'il y ait un peu plus d'autres individus. Mais en regardant en fait à l'idéologie, en regardant et analysant la doctrine, il y a 2 choses, 2 suggestions. La première, c'est qu'il y ait un rassemblement de personnalités religieuses, et donc notre collègue à Paris va en parler plus, qui isole les idéologies, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, violentes. Mais deuxièmement, le plus important, qu'il y ait un consensus entre les partis politiques européens, de la droite jusqu'à la gauche, qui disent tout se débat, tout se discute, mais pas par la violence. Alors, craindre ce terrorisme ou la violence de l'extrême droite, pas seulement en France, pas seulement en Norvège, en Europe en général et aux États-Unis, parce que le problème se pose, Walid Pharès. Mais ce qui est très intéressant est que M. Breivik et les individus qui pensent comme lui sont maintenant en dehors de l'extrême droite. L'extrême droite en France devient plus influente, l'extrême droite en Hollande, donc on peut les critiquer politiquement, mais ils souscrivent au processus politique. Donc ces grands bateaux se dirigent vers le processus politique, il y a ceux qui ont été laissés en dehors de ces bateaux, de ces vaisseaux politiques, y compris les extrémistes. Donc ce qu'il faut, c'est que toute la droite, et toute la gauche bien sûr, isolent les plus extrémistes à leur droite, qui sont M. Breivik, qui n'acceptent pas le processus politique. On va prendre, Walid Pharès et Robert Crane, un 3e appel. Yaoundé, en revenant au Lambert Wilfried. Bonsoir Lambert. Lamia. On vous écoute. Bonsoir Lamia. Bonsoir Lamia et bonsoir à tous tes invités en studio. Alors ma question est la suivante. Doit-on voir à travers cette tuerie horrible la montée en puissance d'une nouvelle forme d'islamophobie dans ce pays scandinave jadis paisible, en ce sens que l'auteur ne cache point son idéologie à lui? Walid Pharès.
Moi, je pense qu'il y a un rejet de l'immigration en général, pas seulement les musulmans, les maghrébins, les arabes, mais toute immigration. C'est le retour à des ultranationalistes du 19e siècle. Et bien sûr, en Amérique, il y a quelque chose à comparer. Il y a tout un mouvement qui rejette l'immigration, mais pas seulement vis-à-vis des musulmans, y compris les hispaniques du Mexique. Alors, Walid Pharès, vous êtes aussi conseiller auprès du Congrès. J'ai une bonne question pour vous, là. Rappelez-vous, en 2009, le Homeland Security, le super ministère de la sécurité de l'intérieur ici aux États-Unis, a publié un rapport right-wing extrémisme, l'extrémisme de droite si vous voulez en français, disant que la récession et l'élection d'un président noir, donc africain-américain, Barack Obama, pourrait augmenter la menace des suprémacistes blancs. Les conservateurs au Congrès, rappelez-vous, ont fermement condamné, et Janet Napolitano, à la tête de ce ministère, a dû s'excuser et retirer ce rapport. Aujourd'hui, faut-il déterrer ce rapport et agir en conséquence, puisque M. Obama dit qu'il faut coopérer, il faut lutter contre ce terrorisme? Il faut écrire un nouveau rapport, parce que le rapport d'il y a 2 ans essayait de lier le Ku Klux Klan, l'extrême droite qui, en dehors du processus politique, avec ce qui est devenu le Tea Party et les conservateurs. Il faut faire très attention ici. Oui. Ceux qui acceptent le processus politique, quelles que soient leurs idées, doivent être acceptés. Ceux qui sont pour la violence, qu'ils ce soit de l'extrême droite, qu'ils ce soit des chrétiens, des musulmans, des juifs ou des athées, ceux-là doivent être rejetés. Il ne faut pas confondre le fait qu'on est terroriste ou qu'on a des idées qu'on n'aime pas. Merci Walid Pharès. Je vais prendre quelques secondes. Oui, je suis tout à fait d'accord que les partis populistes ou même de droite et qui ont des agendas un peu plus lourds que les autres doivent être acceptés dans le processus, mais toujours critiqués s'il le faut. C'est les extrémistes en dehors du processus qui en fait sont des terroristes. Cela, il faut les isoler. Eh bien, Walid Pharès à Washington et Robert Crane à Paris, merci gentlemen d'avoir fait le point ce soir avec nous. Merci à vous qui nous suivez en Afrique. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Vous aurez rendez-vous avec mon collègue Robert Daguillard. Le Facebook, par contre, restera branché pour vous. On continuera à discuter quand je peux. Lamia Gritli à Washington, je vous souhaite une très belle soirée chez vous. Belle Afrique. Au revoir. Merci, Walid. Merci. Et où seriez-vous là?